Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. J'espère que vous avez passé un bon laïd tout en observant les mesures barrières, bien sûr. Ce soir, nous nous retrouvons pour parler d'un thème lourd, un problème de santé publique, en l'occurrence le cancer du sang ou dont les leucémies. On va tenter d'expliquer globalement qu'est-ce que c'est et puis insister sur les formes chroniques avec mes invités justement. On tentera de vous donner les moyens de reconnaître une hématopathie maligne, ses symptômes et ses causes. On parlera également de traitements disponibles chez nous, car dans le monde, certaines leucémies ou certains cancers du sang, d'une manière générale, sont présentés comme un modèle de progrès thérapeutique. Pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir ce soir professeur Glidi Fatiha. Vous êtes chef de service hématologie au CHU de Annaba. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. J'ai également le plaisir de recevoir le professeur Bekadja Mohamed Amin. Vous êtes hématologiste au niveau du service hématologie et thérapie cellulaire au niveau de l'EHU d'Oran. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Ait Ali Houssine. Vous êtes également hématologiste au niveau du CHU de Tizi Ouzou. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous trois de venir éclairer nos téléspectateurs sur ce thème de santé publique. Alors, on recense à peu près 5000 cancers du sang en Algérie, ce qui représente à peu près 10% de l'ensemble des cancers. On est un peu loin des chiffres, j'ai envie de dire, des 3 cancers qui occupent le triste podium des cancers en Algérie, en l'occurrence le cancer du sein ou le poumon ou encore le colorectal. Mais toutefois, on enregistre quand même beaucoup de cancer du sang, ça explose aussi. Oui, professeur Itali. Oui, tout à fait. C'est pas mal, c'est déjà beaucoup, 5500 ou 5000 cancers hématologiques, c'est beaucoup. C'est vrai que par rapport au cancer en général, c'est pas beaucoup. Mais imaginez-vous, nous, ça se limite au cancer du sang, alors que pour le reste, c'est tous les organes. Le poumon, le cerveau, le sein, le rectum, l'estomac, le côlon, la peau. Vous voyez bien que la différence, elle est de taille. C'est pour cela que le sang représente un seul organe, alors qu'ailleurs, le foie et tous les organes de l'organisme représentent quand même au minimum 10 fois plus que le sang, si bien que les 10% correspondent bien à la réalité, aux différents organes qui sont concernés par le cancer en général, ce qu'on appelle les cancers solides, alors que l'hématologie en général, c'est des cancers liquides. La leucémie, c'est le sang, c'est liquide. Voilà, donc ça explique pourquoi il y a 10%, il y a seulement 5000 pour l'hématologie, le cancer hématologique, et 55 000, voire 60 000 pour le cancer solide. Oui. Professeur Griffi, est-ce qu'il y a une explication à l'explosion des cancers, à l'explosion des cancers hématologiques, d'une manière plus précise ? Effectivement, on voit de plus en plus de cancers hématologiques, comme tous les cancers, même pour les tumeurs solides, on voit de plus en plus. Sûrement qu'il y a une explication, parce que l'étiologie, la cause de ces cancers n'est pas vraiment connue. Mais il y a des facteurs favorisants. Il y a des facteurs favorisants pour ça. Il y a l'environnement, il y a sûrement l'alimentation. Il y a beaucoup de choses, il y a de l'eau, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans ce phénomène. Et puis maintenant, les diagnostics, les malades, ils sont mieux suivis, les diagnostics, ils sont posés, parce qu'avant, peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, les malades, ils décèdent avec un cancer et ils ne savent pas qu'ils avaient un cancer du sang, ou bien un autre cancer, n'importe quel cancer. C'est la même chose, de toute façon, pour l'explosion de ces cancers, c'est la même chose que ce soit pour les cancers du sang, les hémopathies malignes, on les appelle nous. D'ailleurs, nous, on dit hémopathie maligne, on ne dit pas cancer. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bien connu que ce soit par le public, par les autorités. On ne considère pas comme les hématologues comme des médecins qui traitent les cancers. On nous considère comme des médecins qui font des transfusions sanguines. Même par rapport à certains de nos collègues. Oui. Ça reste une spécialité très méconnue, professeur. Oui, professeur Bekadja, si aujourd'hui il y a beaucoup justement de pathologies malignes du sang, est-ce qu'on a une explication tout compte fait ? L'explication principale, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès dans le domaine du diagnostic des hémopathies malignes.
Et puis la formation, la densité médicale fait que ces diagnostics sont de plus en plus répertoriés. Et donc on a l'impression qu'il y a une explosion, mais en fait je ne pense pas qu'il y ait une véritable explosion d'hémopathie maligne. Le diagnostic est fait, je prends l'exemple du leucémie aiguë, il suffit de faire une formule, c'est-à-dire une formule de sang, compter le nombre de globules blancs pour parler tout simplement, et de voir qu'il y a un chiffre qui est très important, et en 5 minutes, on pose le diagnostic. Donc, je pense qu'il y a une réorientation de l'environnement médical qui fait qu'on a de plus en plus de diagnostics. Oui, je vais vous inviter justement à regarder peut-être des témoignages. Je vais vous inviter, vous également, chers téléspectateurs, à regarder des témoignages de personnes souffrant justement de maladies du sang, des maladies malignes, des cancers du sang. Regardez. J'ai été soigné ici dans le service d'hématologie de l'hôpital de Tizi Ouzou pour un lymphome folliculaire. Alors au début, un bon matin, j'observe des ganglions au niveau du cou, au niveau des aisselles, et j'ai été consulter un médecin en ville. Un généraliste qui m'a orienté vers notre hématologue, qui m'a, lui, conseillé de venir donc, au service d'hématologie de l'hôpital de Tizi Ouzou. Là, on m'a fait faire des bilans, ensuite un scanner, et puis finalement une biopsie. Et là, le diagnostic est tombé. J'ai fait une année donc, de chimiothérapie à raison de pratiquement une séance tous les 21 jours ou par mois. Ça a tenu pratiquement une année. Et puis, j'ai passé une autre année donc, en hôpital de jour avec une séance donc, de soutien tous les 2 mois. Et puis, au bout d'une séance, on m'a prescrit un scanner et là, on a observé donc, une réémission de ma maladie. On m'a rassuré, donc j'étais pratiquement guéri. Là, je me sens très bien. Je suis content et je remercie encore tout le corps médical de l'hôpital. Assalamu alaikum. J'ai été atteint de la maladie scalaire et Nielor. J'étais vraiment, je pouvais coincer ni les pieds taillés, ni les bras, ni. D'ailleurs, je ne pouvais même pas parler. Gâte paralysé. Le radot donné à un privé, un médecin privé d'Armato, Tomato. Bon, chef m'a consulté, fouillé les radios, haka au coach. Gali, c'est musculaire. Il m'a dit un traitement. قاعد ندير هذاك التريتمون مي سا ريان دوني عاودوا داوني عاد ان اوتر طوماطو حتى كيما قال لي لو بروميي طوماطو قال لي لو دوزيام قعدت غير كيما هكا كي دومونداو لي لو سكانير جي في لو سكانير لو دكتور البنومولوج هذاك يما اورينتي لوبيتال جيت هنا لوبيتال باسكو ils ont pas trouvé le diagnostic تاع لا مالادي تاعي هادو لي 4 médecins ils n'ont pas trouvé la maladie تاعي وانا قاعد غير en souffrance هذوك les 2 mois. Bon, كيف درت لو سكانر جيت للوبيتال للسيرفيس ديماتولوجي كي شافوا هكا لقاو عندي ديزون ديانوستيكي شافوا la maladie تاعي mais c'est grâce à l'hôpital qu'ils ont diagnostiqué la maladie تاعي. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Bon, enfin, je suis malade d'un myélome. Bon, cette maladie, je l'ai découvert, ça fait bien dans les 10 mois. Finalement, j'ai fait le bilan. Et le bilan, c'était, ils ont découvert, c'était un myélome multiple. Bon, j'ai fait tout un bilan et quand j'ai été à l'hôpital de Blida, à France-Fanon, j'étais bien reçu. Et depuis, j'ai commencé à faire de la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'était pendant 4 mois.
pendant 4 mois. Une fois que j'ai terminé les 4 mois, ils ont vu que j'ai bien supporté cette chimio. Et bien le médicament il a bien servi. Ils m'ont dit qu'il faut que tu passes maintenant à la greffe. J'étais hospitalisé pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, ils m'ont fait la greffe. Je me sens en ce moment bien, mais finalement, alhamdoulilah. Dans l'ensemble, alhamdoulilah ya Rabbi. J'ai 67 ans. Je suis atteint d'une maladie chronique qu'on appelle le myélome multiple. Je suis mon traitement depuis pratiquement 2016 au CHU de Annaba. J'ai subi plusieurs cures pendant 3 ans. Alors, depuis, je me sens très bien. Oui, je peux dire que c'est très bien parce que j'étais bien pris en charge par le CHU de Annaba. Et je mène une hygiène de vie un peu particulière, bien sûr. Je fais beaucoup de marches, 1 fois à 2 fois par semaine. J'ai repris le travail juste après l'autogreffe de 2 ou 3 mois. Je travaille encore. C'est une manière de se maintenir aussi, de garder le moral. Vraiment, il y a une très grande différence parce que avant je ne pouvais pas sortir, je faisais mes cures, je rentrais chez moi et je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas marcher aussi. Je m'entretenais, mais à la maison, je ne pouvais pas faire tout ça. Mais après l'autogreffe, après les cures, je me sens beaucoup mieux. Le moins qu'on puisse dire, je peux faire beaucoup mieux. Alors voilà, donc on a vu plusieurs témoignages de personnes justement souffrant d'hématopathologies malignes. Je rappelle qu'ils ont été tournés au niveau de vos services respectifs, donc à Oran, à Annaba et Tizi Ouzou. Il y avait également un 4e témoignage qui a été tourné au service hématologie de Blida, celui du professeur Mohamed Baradaï. Donc il y avait plusieurs points sur lesquels on peut revenir dans ces reportages, enfin ces témoignages. Mais avant, peut-être, j'aimerais qu'on explique un peu qu'est-ce qu'une leucémie, qu'est-ce qu'une maladie du sang maligne. Pas uniquement la leucémie. Enfin, on a tendance de dire des leucémies, mais il y a plusieurs cancers du sang. Bon, dans le cancer du sang, il y a effectivement, qui dit cancer du sang, donc dit leucémie. Mais en réalité, il n'y a pas que les leucémies. Oui. En fait, les cancers du sang les plus fréquents, ce ne sont pas les leucémies. Ce sont les lymphomes en tête. Et secondairement, donc, parmi les lymphomes, il y a les lymphomes non-hodgkiniens. Et il y a la maladie d'Hodgkin qui est un lymphome aussi, mais qui appelle lymphome hodgkinien, qui est moins grave que le lymphome non-hodgkinien sur le plan du pronostic. Ensuite, il y a le myélome qui explose actuellement. Et en fait, ces appellations, ça dépend exactement de la localisation du cancer, c'est ça? Oui. Quand on dit myélome ou lymphome. Oui. Alors, ensuite, donc après le myélome, il y a la LLC, la leucémie lymphoïde chronique qui vient, les leucémies aiguës d'abord. Donc, les leucémies aiguës, c'est une maladie, c'est une leucémie dans la cellule maligne, donc du cancer, commence au niveau de la moelle osseuse, ensuite elle envahit le sang, d'où le terme de leucémie. C'est leucose, c'est globules blancs, et hémie, c'est dans le sang, d'où le terme de leucémie. Oui. Et après, donc, les leucémies aiguës, il y a les leucémies chroniques. Dans la leucémie lymphoïde chronique, là aussi, il y a un taux de globules blancs qui est trop élevé dans le sang. Oui. Et ensuite, ça passe dans les ganglions et on voit des tumeurs, donc des masses ganglionnaires qui est le maître symptôme de la leucémie lymphoïde chronique. Oui. Mais en fait, les cancers du sang, ça ne se localise pas forcément sur le sang. Je viens de dire que le myélome et les lymphomes, ce n'est pas le sang. Ça se passe pour les lymphomes, ça se passe essentiellement sur le plan des ganglions. Donc ça donne des masses ganglionnaires. Et pour le myélome, ça attaque plutôt l'os et la moelle osseuse
que le sang. Oui, il y a d'autres cancers aussi qui peuvent être localisés au niveau de la rate, par exemple, aussi. Oui, tout à fait, Oui. mais exceptionnellement la rate, pas beaucoup. Mais essentiellement, pour les lymphomes, c'est le ganglion. Bon, il peut toucher la rate, il peut toucher l'estomac, il peut toucher le lymphome, il peut toucher tous les organes. Mais essentiellement les ganglions. Oui. Le myélome, c'est surtout la moelle, forcément la moelle. Les cellules de myélomateuses, elles colonisent la moelle, ensuite elles vont ailleurs et elles s'attaquent surtout à l'os. Et on a des tumeurs osseuses dans le myélome multiple. Oui. Professeur Griffi, si on essaye d'expliquer simplement les choses peut-être aux gens qui nous regardent, une maladie du sang maligne serait un peu quand notre moelle osseuse s'emballe un peu ou se grippe et n'arrive pas à différencier entre les cellules. Effectivement, ça c'est pour les leucémies, surtout les leucémies aiguës, parce qu'il y a un dérèglement, parce qu'il y a normalement, on a un règlement, des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, et tout se fait sur un plan normal. Mais il y a un dérèglement de la moelle et elle commence à fabriquer des cellules de façon très, très rapide et très exceptionnelle. Et donc elle fabrique beaucoup de cellules qui vont être incompétentes, c'est-à-dire c'est des cellules qui sont pas normales et qui font pas leur fonction normalement. Il y a beaucoup de cellules, lorsqu'on a une diminution, par exemple, des globules blancs, on dit que le malade, il a un déficit immunitaire, il peut pas lutter contre les microbes. Ici, au contraire, il y a un taux de globules blancs très élevé, parce qu'il y a un dérèglement, mais c'est des cellules incompétentes, anormales, et donc ils font pas leur travail, et c'est ça, donc c'est un dérèglement du fonctionnement des globules rouges et des globules blancs, et c'est pour ça qu'on a un taux de globules blancs qui est très élevé, qui se traduit par la leucémie. C'est ça pour la leucémie. Mais par contre, par exemple, pour les lymphomes, comme il a dit professeur Aitali, c'est pas une maladie au niveau de la moelle, c'est au niveau des ganglions. C'est une maladie des ganglions. C'est vrai qu'il peut y avoir des localisations au niveau du foie, au niveau de la rate, au niveau des autres organes, mais principalement, c'est une maladie des ganglions. C'est une maladie des ganglions. Pour le myélome aussi, elle attaque aussi la moelle osseuse et qui va donner des complications sur le plan osseux, surtout osseux. C'est des douleurs osseuses. Elles se caractérisent par généralement des douleurs osseuses. Et une perturbation, bien sûr, de l'hémogramme. D'accord. Professeur Bekadja, justement, est-ce qu'on a vu un peu dans le reportage certaines personnes qui disaient que c'était c'est-à-dire ils ont souffert pendant des années avant qu'on mette un nom sur leur maladie. Est-ce qu'il est fréquent aujourd'hui ou difficile peut-être de pouvoir diagnostiquer une maladie maligne du sang? Vous avez mis le doigt on a vu par exemple pour la maladie de Kaller sur un problème éminemment important, parce que au niveau de la Société algérienne d'hématologie, on a initié plusieurs enquêtes épidémiologiques pour toutes les hémopathies malignes. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y avait pas une explosion, parce qu'on avait calculé toutes les incidences des hémopathies malignes, et elles sont toutes inférieures à ce qu'on voit aux États-Unis ou en Europe. Si maintenant je dois revenir sur ce que vous disiez, c'est que le diagnostic ne met pas des années. Il faut faire la différence entre ce que vous disiez, que les hémopathies malignes étaient en fonction des localisations. Non, ce n'est pas du tout ça. Les hémopathies malignes se distinguent sous deux grands types. Les leucémies, comme a dit le professeur Aitali, c'est tout ce qui touche le sang circulant. Et puis il y a une autre partie d'hémopathie maligne qui touche les organes, les tissus, les ganglions. Donc il faut faire la part des choses. Et maintenant, pour dire qu'il y a une grande errance dans le diagnostic, ça peut arriver. Le diagnostic du Hodgkin, on peut mettre 6 mois, 7 mois pour poser le diagnostic. Le myélome aussi. Mais pourquoi le myélome? Vous avez choisi ce thème. Je vous dire, il se situe au niveau d'un carrefour de plusieurs spécialités médicales. Quand quelqu'un se plaint de douleurs osseuses, il va aller tout de suite voir d'abord son médecin généraliste qui va l'orienter peut-être vers c'était le cas d'ailleurs du patient. Un rhumatologue. Peut-être qu'il ira vers un néphrologue quand il aura un problème d'insuffisance rénale, etc. Donc il va être véhiculé vers plusieurs spécialités pour qu'on puisse à la fin voir l'hématologue demander un certain nombre d'examens pour poser le diagnostic positif du myélome. Donc les hémopathies malignes, ça dépend le contexte.
pour lequel le patient a été pris en charge. Oui. En fait, la difficulté finalement, c'est qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques. Hein. C'est ça aussi qui rend un peu difficile de reconnaître ces maladies, comme le cas du patient de tout à l'heure. On en a vu 2. Oui. Oui, professeur. Oui, il n'y a pas de signes spécifiques de telle ou telle maladie, mais il y a des signes spécifiques qui sont liés à l'hématologie proprement dite. D'accord. Je prends par exemple une leucémie aiguë, ça peut se présenter avec des ganglions, mais ça peut se présenter avec un syndrome hémorragique, un malade qui saigne du nez ou de la bouche, des gencives, mais surtout au niveau de la peau. Ça, c'est pour les formes aiguës. Peut-être que pour les formes chroniques, les symptômes sont moins apparents. Ils sont moins apparents, en particulier, c'est les ganglions. Oui. Pour la LLC, c'est les ganglions, mais dans la LMC, la leucémie myéloïde chronique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a pas de ganglion, c'est la rate qui gonfle. Il y a une splénomégalie, et une splénomégalie au début, ça ne se parle pas par le malade. Le malade est très bien, il paraît comme un sujet normal, sain, alors que la maladie, elle est là, et c'est la rate qui gonfle, mais elle ne gonfle pas d'un coup, elle gonfle sur plusieurs années pour qu'elle devienne importante et palpable et gênante pour le malade. À côté, donc comme ça ne gêne pas le malade, le patient ne consulte pas. Alors que dans le sang, il se passe autre chose. Il y a les blancs qui poussent dans le sang, les globules blancs. Il y a cette rate qui est cachée, mais si le malade se sentait quelque part malade, il aurait consulté, on aurait découvert la maladie sur la formule, sur la FNS, sur le taux des globules blancs qui sont augmentés, voire très augmentés dans la LMC. Ils peuvent atteindre 300, 400, 500 000 blancs. D'accord. Voilà. Donc les symptômes, ça peut être un simple symptôme d'une échymose, des échymoses, des hématomes, ou des hématomes au niveau de la peau superficielle, dans la leucémie aiguë en particulier, comme ça peut être une rate cachée et donc qui retarde le diagnostic de la LMC, comme ça peut être des ganglions. À ce moment-là, ils sont apparents. Mon malade de tout à l'heure, le lymphome, c'est un enseignant à l'université, c'est pour ça qu'il s'exprimait bien en français. C'est quand il se rasait qu'il a découvert qu'il avait des petites masses ici. C'était des ganglions. Et là, il a tout de suite vu le médecin du quartier, un généraliste, qu'il a donc adressé à notre consultation. Et là, on a fait le diagnostic de lymphome en faisant bien sûr des examens complémentaires dans l'examen primordial et indispensable est la biopsie ganglionnaire, parce que le diagnostic est histopathologique, donc il faut faire une biopsie pour faire le diagnostic chez ce malade-là. Alors on parle beaucoup de fatigue aussi dans les maladies du sang, professeur Griffy. La fatigue aussi peut être révélatrice d'un cancer du sang. Bien sûr, elle peut être révélatrice parce qu'il y a une perturbation toujours d'hémogramme, comme on était en train de parler. Dans les leucémies chroniques, il y a une perturbation d'hémogramme parce c'est une multiplication des globules blancs, et donc les autres lignées, ils sont fabriqués de façon anormale, et donc on va avoir une anémie, et c'est pour ça qu'il y a une fatigue. Parce qu'il y a une anémie, donc ça c'est pour les maladies chroniques. On peut avoir une fatigue. Par contre, pour les leucémies aiguës, c'est tellement aigu que ça ne peut pas passer inaperçu. La leucémie aiguë, elle est diagnostiquée dans la semaine. Parce qu'elle est très rapide, elle est très rapide. Le tableau est très évocateur. Il y a des signes d'insuffisance sanguine, c'est-à-dire parce qu'il y a une multiplication importante des globules blancs, donc qui empêche les autres lignées, comme les globules rouges et les plaquettes, de se former. Donc, il va y avoir une anémie importante et un syndrome hémorragique parce qu'il n'y a pas de plaquettes. Et donc, on ne peut pas passer... Et même de la fièvre parce qu'il n'y a pas de cellules normales des globules blancs. Les globules blancs qui sont là, ils ne sont pas efficaces. Ils sont pas efficaces. Et donc, il y a des infections. Et c'est pour ça, le malade, bien sûr, il va consulter rapidement un médecin, il l'envoie rapidement chez l'hématologue. Par contre, pour les maladies, les leucémies chroniques, c'est pour ça on peut rester pendant même une année, comme il a dit le professeur Aïtali, pour la LMC. Sans se rendre compte. Et c'est pour ça, c'est très important de faire des bilans systématiques au moins une fois par an, ou une fois tous les 6 mois, de bilan de santé, une FNS. Parce que si on fait une FNS une fois tous les 6 mois, on peut découvrir une LMC, découvrir une LLC. Une LLC asymptomatique et traiter surtout pour la LMC. Il faut la traiter lorsqu'on traite plus tôt. Le pronostic est meilleur que lorsqu'on la laisse
tardivement. Pour les lymphomes, ça c'est très important. Le Hodgkin surtout. Le Hodgkin, parce qu'au début, il commence par un ganglion. Un ganglion. Et qui n'est pas, il fait pas mal. Il peut passer inaperçu pendant jusqu'à une année. Et le malade, il consulte généralement, mais personne, on ne fait pas attention, on ne fait pas cas. Parce qu'il fait pas mal, donc on ne fait pas de biopsie. Et la maladie de Hodgkin va évoluer. Et lorsqu'ils viennent, dans la majorité des cas, parce que les Hodgkin, c'est une maladie des jeunes, c'est entre 20 et 30 ans, la majorité qui viennent consulter chez nous, c'est des jeunes. Mais malheureusement, ils viennent à un stade tardif. Et lorsqu'ils viennent à un stade tardif, le pronostic est mauvais. Lorsqu'ils viennent à un stade précoce, ils guérissent, ces malades. Ils guérissent. Donc moi, je demande à tous les malades, lorsqu'ils ont... Ma prochaine question, justement, j'allais vous dire, est-ce que c'est important finalement de diagnostiquer précocement? Voilà, c'est très important, surtout pour la maladie de Hodgkin. Et je demande aux malades, lorsqu'ils ont un ganglion, ils consultent. Et les médecins aussi, ils doivent faire une biopsie pour ce ganglion. Si l'hémogramme est normal, bien sûr. Il ne faut pas faire la biopsie avant de faire une FNS. Parce que si il y a il faut faire d'abord une FNS. Si l'hémogramme est normal, le ganglion ne fait pas mal. Il n'y a pas d'infection, parce que des fois, les ganglions, c'est secondaire à une infection ORL. S'il n'y a pas d'infection, un ganglion solitaire, il ne fait pas mal. Il faut faire la biopsie rapidement, parce que ça va être une maladie stade A et elle est guérissable. Oui. Professeur Bekadja, alors on a parlé un peu des symptômes, on a parlé un peu du diagnostic précoce. J'ai envie de revenir aussi sur les facteurs de risque. On parle beaucoup de génétique. Est-ce que les maladies du sang, finalement, ou les cancers du sang peuvent être héréditaires? Ils sont plutôt familiaux, mais pas héréditaires. Il y a des formes familiales. Voilà. Maintenant, pour les facteurs de risque, oui, il y a des facteurs de risque dans certaines pathologies, ils sont connus. Par exemple, le benzène, les dérivés du benzène, les gens qui travaillent à Sonatrach. Il faut donc activer produits chimiques, en fait. La médecine du travail pour faire du dépistage. Les engrais qu'on utilise, les pesticides dans l'agriculture. C'est-à-dire les agriculteurs, ils doivent faire attention. Ça, c'est important. Et puis, je vous disais tout à l'heure en aparté que, par exemple, l'eau que nous buvons peut véhiculer aussi des germes et qui peuvent être aussi à l'origine. On incrimine aussi certaines chimiothérapies, par exemple, bien sûr, des radiations. Oui, mais les chimiothérapies, on est déjà en phase d'un cancer qu'on est en train de soigner. Donc, ce n'est pas tout à fait un facteur de risque. Là, on est en train de parler de facteurs de risque qui peuvent générer un cancer. Et donc là, il y a beaucoup à parler. Je prends l'exemple des teintures que les femmes utilisent. Et donc, c'est très dangereux aussi. Peut-être à l'origine de cancer aussi. Elles peuvent être à l'origine de lymphome. Les prothèses mammaires peuvent être à l'origine de lymphome, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se remuent actuellement. Et puis, on fait... Ça, c'est le travail des épidémiologues. Il y a la médecine des preuves, j'ai envie de dire. Et il y a ce qui se dit aussi. Donc, on est un peu entre les deux, là. Ou alors c'est des choses prouvées? Non, elles sont prouvées aujourd'hui. Elles sont prouvées. Il y a eu toute une polémique avec les prothèses mammaires. On avait dit au départ qu'elles ne généraient pas de lymphome, mais en fait, par la suite, on a découvert qu'il y avait une causalité entre le lymphome et puis les prothèses. Et on les a retirées. Certaines prothèses, on les a retirées du marché. Alors, est-ce que, ça c'est une question qui a été posée par un téléspectateur justement sur la page Facebook de l'émission, pour rester un peu dans le même sens, est-ce qu'une anémie peut être une cause de leucémie, une anémie mal traitée? C'est-à-dire une anémie maltraitée, non, parce que les anémies, c'est un peu l'iceberg, c'est ce qu'on voit au-dessus de l'eau, mais ce qui est en dessous, c'est très profond. L'anémie, c'est un peu l'océan Indien, il faut faire un diagnostic. Toutes les pathologies peuvent entraîner des anémies. Et donc, une anémie peut être un élément de diagnostic du cancer, comme elle peut être à l'origine d'une simple carence en fer, par exemple, une malnutrition. Et à quel moment il faut s'inquiéter, justement, quand on a une anémie? Ça peut être révélateur aussi. Moi, je pense que toute anémie doit faire l'objet d'un examen par un médecin généraliste et demander une numération et une bonne interprétation de l'hémogramme pour essayer de s'orienter vers le diagnostic. C'est très simple de faire des diagnostics. Je vous assure, il suffit d'y penser. Et il y a l'arrière-pensée, pour moi, c'est la formation continue. Absolument. Alors, certaines pathologies infectieuses aussi, d'origine virale, seraient aussi à l'origine de certains cancers? Certainement, c'est décrit les virus de HIV en particulier. Tout à fait. Il y a un dysfonctionnement immunitaire et la plupart des cancers en général, il y a une composante immunitaire, dysimmunitaire, qui est la cause de ce cancer.
Mais je voudrais quand même revenir sur un petit mot sur l'anémie. Vous dites, est-ce que l'anémie, jamais l'anémie n'est la cause d'un cancer. C'est le cancer qui est la cause de l'anémie. Le cancer donne l'anémie. Parce qu'il y a au niveau de la moelle osseuse, le cancer, les cellules ne se comportent pas normalement, et donc les globules rouges ne sont pas fabriqués normalement, ça entraîne une anémie. Mais l'anémie ne peut pas donner un cancer. L'anémie, elle vient de l'alimentation, du manque, quelqu'un qui ne mange pas bien, de carence, on n'a pas beaucoup de vitamine B12, donc on a une anémie parce qu'on n'a pas de B12, on a une anémie parce qu'on manque de fer, ça oui. Mais l'anémie ne donne pas le cancer. Maintenant, les maladies infectieuses, les maladies en particulier qui ont une base immunitaire, elles peuvent toutes donner un cancer du sang. L'exemple type, c'est le HIV. Et les maladies auto-immunes également. Il y a des maladies auto-immunes, c'est un dérèglement du système immunitaire de la personne qui se dirige contre sa propre personne. C'est pour ça qu'on appelle une maladie auto-immune. C'est le malade qui fabrique des anticorps contre ses propres cellules. Et ça peut donner un cancer. Ça peut se compliquer. Alors, est-ce que l'âge et le sexe aussi sont des facteurs de risque dans la maladie du sang, la maladie maligne, bien sûr? Plutôt non. Parce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, pour la forme chronique, on voit beaucoup de personnes qui ont plus de 60 ans. L'âge, le sexe, l'âge et le sexe, oui. Et le sexe, on parle, certaines maladies, on les voit plus chez les hommes, par exemple. Pour l'âge, l'âge, c'est normal. Plus on prend de l'âge, on devient sénescent. Et on a un système immunitaire qui va se dégrader. Donc ça, c'est sunnat al-hayat. C'est quand on est avec un système immunitaire qui va s'améliorer jusqu'à l'âge de 4 ans, par exemple. Et puis à partir de 50-60 ans, on va commencer à descendre sur le plan de la fonctionnalité de notre système immunitaire. Donc c'est normal que avec l'espérance de vie en Algérie qui augmente grâce justement à la médecine, on a des espérances, je crois, qui sont de 76-77 ans. Et donc c'est l'âge où vont apparaître les cancers hématologiques, les leucémies chroniques, etc. Et c'est pour ça qu'il est très important à ce moment-là de faire des dépistages par le biais, je parle par exemple tout le temps, on en parle entre nous, pourquoi dans le grand pèlerinage, on ne fait pas des bilans pour essayer de faire, parce que les gens qui partent, ils sont dans cette tranche d'âge, et on peut faire beaucoup de diagnostics d'hémopathie maligne. Je voudrais revenir sur les facteurs pronostiques, si vous permettez. Bien sûr, c'est juste pour vous dire, par exemple, il y a une bactérie qu'on a mis en évidence il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années déjà, c'est l'Escherichia l'Helicobacter pylori. C'est une bactérie qui vit dans l'estomac. Et le fait qu'elle va infecter l'estomac, elle peut engendrer un lymphome. Et donc vous voyez qu'il y a une cause entre une bactérie et puis l'apparition d'une hémopathie maligne. Voilà des facteurs qui peuvent... qui peuvent déclencher une maladie du sang. Oui, professeur Griffy, l'agressivité de la maladie, je vais y arriver, qu'est-ce qui la détermine finalement? Alors l'état général peut-être du patient, parce qu'on a parlé de formes différentes, tout à l'heure vous en avez parlé. Pour les leucémies, bien sûr, parce que l'agressivité de la maladie, parce qu'il y a, lorsque le système immunitaire est touché, enfin la moelle est touchée, elle va toucher toutes les lignées de la moelle. Donc il y a des conséquences. Et donc automatiquement, il y a la maladie, elle est agressive, surtout dans les leucémies aiguës. C'est un malade qui n'a pas de globules blancs. De globules blancs normaux, donc il y a pas de défense, il y a des infections, il est sujet à des infections, il y a une anémie parce que les globules rouges ne se font pas normalement, donc il y a une anémie, donc il y a une fatigue générale, il y a le taux de plaquettes qui est diminué, qui se fabrique pas normalement, donc il y a un syndrome hémorragique, et donc ça donne une agressivité importante pour la maladie, parce qu'il y a les conséquences de la perturbation de l'hémogramme, donc qui donne cette agressivité pour les leucémies aiguës. Et je vais revenir aussi sur l'âge que vous avez dit tout à l'heure. L'âge, c'est vrai. Là, on a deux types de maladies en hémopathie maligne. Il y a des maladies qui sont l'apanage des sujets âgés, comme le myélome,
C'est les formes chroniques surtout. Hein. Comme on voit de plus en plus maintenant des formes jeunes. Parce qu'avant, nous, on disait le myélome, c'est à partir de 60 ans. Maintenant, moi, j'ai un malade qui a 26 ans. Oui. Alors qu'avant, 26 ans, on dit que ce n'est pas possible d'avoir un myélome à 26 ans. Donc, pour les sujets âgés, c'est pour les pathologies, comme vous avez dit, même chroniques. Il y a les lymphomes non hodgkiniens. Il y a les LLC et les myélomes. Ça, c'est des sujets âgés. Par contre, la LMC, par exemple, c'est une leucémie chronique, mais elle survient surtout chez les sujets jeunes, c'est-à-dire l'apanage, l'importance de la fréquence, et elle est entre 20 et 40 ans. Oui. C'est-à-dire le pic de fréquence est entre 20 et 40 ans. L'Hodgkin, moi je reviens sur l'Hodgkin parce que c'est très important, ça me fait mal au cœur parce que les maladies viennent à un stade tardif. Si des jeunes, c'est une maladie qu'on peut guérir si on la traite précocement et ils viennent à un stade tardif. Elle survient chez les sujets jeunes. Nos malades sont tous des étudiants. La majorité, 80% des maladies d'Hodgkin sont des étudiants. Et donc c'est dommage, ils viennent à un stade tardif, stade 4. Et stade 4, le pronostic est très mauvais. On peut traiter, ils peuvent avoir, mais le pronostic est mauvais. Donc c'est très important. On a deux types de malades, c'est-à-dire en hémato, ceux des sujets jeunes et ceux des sujets âgés en général. Mais et vice-versa, on peut avoir ceux des sujets jeunes chez le sujet âgé et vice-versa. Oui, mais c'est rare. Hein, quand on c'est rare, voilà. Mais on a ça, ça peut arriver. Voilà. C'est un peu comme le cancer du sein. On a tendance à croire que c'est à partir de 40 ans ou plus, mais on peut voir ça chez des sujets très jeunes. Alors, professeur Itali, je le disais tout à l'heure en préambule, hein, certaines maladies du sang ou certaines leucémies sont présentées aujourd'hui comme un exemple de progrès thérapeutique. Est-ce qu'on est concerné en Algérie par ces progrès? Est-ce qu'on a des traitements innovants, j'ai envie de dire, en Algérie pour traiter nos malades? Tout à fait. Nous avons des traitements innovants, pas pour tous les cancers du sang, malheureusement. Nous avons, dans les leucémies aiguës, on n'a pas beaucoup de... C'est plutôt la greffe de moelle qui est instituée en Algérie depuis 1998, c'est-à-dire depuis 23-24 ans, pour les leucémies aiguës myéloblastiques, mais il n'y a pas de thérapeutique innovante. C'est le même traitement d'il y a 40-50 ans qu'on utilise encore dans les leucémies aiguës myéloblastiques. Dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, il y a des traitements innovants, mais on ne les dispose pas, ils ne sont pas disponibles en Algérie. Et malheureusement, on a des drogues basiques de chimiothérapie qui nous permettent de mettre le malade en rémission, mais s'il n'y a pas quelque chose derrière de thérapies innovantes qu'on n'a pas ici, les malades rechutent et ils meurent quand ils rechutent. À partir du moment où une leucémie rechute, une leucémie aiguë en particulier, les chances de guérison... C'est-à-dire ça, c'est pour les traitements d'entretien, c'est ça? Non, quand on met un malade en rémission, après il y a un traitement d'entretien derrière. Mais malgré le traitement d'entretien, le malade finit par rechuter. Par contre, s'il est greffé et guéri par la greffe, c'est bon, le malade s'en est tiré. Maintenant, pour les autres pathologies comme le myélome, la maladie d'Hodgkin, le lymphome, nous avons quelques thérapies ciblées, en particulier pour la LLC, il y a le rituximab, pour, normalement je ne devrais pas peut-être citer, mais... Pas de marque, en tout cas. Oui. Il y a les anti-CD20, donc c'est une thérapie ciblée. Il y a dans le myélome, il y a les inhibiteurs du protéasome, qui sont indispensables actuellement dans le myélome. Il y a les imides, les anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux. Oui, les anticorps monoclonaux, c'est l'anti-CD20. Mais daratumumab, etc. Oui. C'est des anticorps monoclonaux. Voilà. Donc ceux-là, on n'en dispose pas. Ils sont indispensables, en particulier dans la leucémie lymphoïde chronique, dans le myélome multiple, dans les lymphomes. Nous avons des thérapies qui sont indispensables, mais malheureusement qui ne sont pas encore disponibles. C'est dû peut-être à la crise sanitaire, parce que c'est des molécules qui coûtent excessivement cher. Et donc, l'État ne les achète pas encore, mais nous espérons quand même que nous faisons tout le temps, nous harcelant le ministère et la PCH pour nous ramener ces médicaments, et j'espère qu'on va être entendu dans un avenir que nous espérons proche. Oui. Il est regrettable quand même qu'on n'ait pas accès à certains traitements justement d'immunothérapie surtout, hein, c'est ça, professeur Bekadja, qui ont révolutionné un peu le traitement de ces maladies.
Je crois qu'il faut faire la part des choses dans le cadre des traitements innovants. En Algérie, on a eu la possibilité d'utiliser un anti-CD20 qui est une immunothérapie, un traitement ciblé, et qui a permis d'accroître le nombre de survie chez des malades qui ont des hémopathies malignes pour lesquelles ce traitement est adapté. Je parle des lymphomes de type B, par exemple. Maintenant, si on peut parler d'innovation dans le traitement des leucémies aiguës, en dehors de la greffe qui permet de guérir les malades et pour lesquels il n'y a pas assez de centres de greffe, il y a 2 centres de greffe à Oran et à Alger. À votre niveau, en l'occurrence. Celui d'Alger est envahi par le nombre de patients parce qu'il fait tout les le temps adultes dépassé. Et les enfants. Nous ne faisons pas d'enfants, malheureusement pour l'instant, on ne fait que des adultes, mais malgré ça, on n'arrive pas à traiter tous les patients atteints de leucémie aiguë. Alors, les traitements qui ont permis quand même d'avoir une amélioration, il y a certaines formes de leucémie aiguë pour lesquelles on a adapté des protocoles même étrangers, quand je parle du Graal par exemple, qui a permis d'améliorer la survie des malades. Ce sont des protocoles qui s'inspirent des protocoles de pédiatrie et qui ont allongé la survie parce qu'il y a une meilleure approche. C'est quoi l'espérance de vie aujourd'hui d'une personne atteinte d'une leucémie par exemple ? Ça dépend du type de leucémie. Je prends une leucémie myéloïde chronique, par exemple. Elle avait une médiane de survie avant les inhibiteurs de tyrosine kinase. 3 ans, 4 ans, pas plus. Quand il y a eu cette thérapie ciblée, la première d'ailleurs qui est apparue dans le monde, et c'est les hématologues qui ont bénéficié de cette approche thérapeutique, ça a permis de rendre cette pathologie, tenez-vous bien, de caractère aigu au caractère chronique, c'est au même titre que l'hypertension ou le diabète aujourd'hui. Et en même temps, aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on appelle les désescalades, puisqu'on essaye d'arrêter le traitement de ces maladies chroniques pour voir si, pour éviter d'ailleurs quand elles n'évoluent pas très rapidement, les effets secondaires. Non, c'est parce qu'elles sont guéries sur le plan de la biologie moléculaire. On analyse la maladie résiduelle, ce qui reste après les traitements, avec les PCR justement, et là on voit que si cette PCR reste négative, cette MDR reste négative, on peut aller vers un arrêt des traitements. Donc voilà les grands progrès qui se font. Aujourd'hui, on est, disons, en Algérie, par rapport, moi je ne me compare pas aux Européens, aux États-Unis, mais en se comparant par exemple au Brésil, on peut dire qu'on est dans une fourchette qui est satisfaisante dans la prise en charge des hémopathies malignes. Je vais vous inviter à rejoindre justement notre rubricaire, le docteur Abbas Mejdel. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous nous parlez ce soir de leucémie de l'enfant. Nous parlerons ce soir à nos amis téléspectateurs des leucémies ou de la leucémie de l'enfant. Pourquoi on en parle? Parce qu'il s'agit en termes de fréquence du premier cancer pédiatrique et qui revêt un caractère assez fréquent. Il englobe 30 à 40% des cancers pédiatriques. Alors pourquoi aussi pourquoi parler des leucémies de l'enfant? Parce que dans leur majorité, ces cancers-là ont bénéficié des apports des nouvelles thérapeutiques et qui ont nettement amélioré le pronostic et la prise en charge de ce genre de leucémie. Alors, en général, comment se manifestent ces leucémies-là? Alors, c'est un enfant qui est schématiquement à l'âge de 4-5 ans qu'on en voit diminuer de force quotidienne. Il devient fatigué, pâle, il va commencer à faire de la fièvre, il va devenir de plus en plus pâle parce qu'il fait de l'anémie et il va présenter des anomalies de type hémorragique, des hémorragies gingivales au niveau de la bouche, il va uriner du sang, il va avoir des taches noirâtres au niveau de la peau, ce qu'on appelle des pétéchies, des ecchymoses au niveau de la peau, mais sans contexte traumatique, c'est-à-dire des ecchymoses spontanées. Tout cela est dû à la prolifération de cellules malignes qui sont dites les blastes
qui partent à partir de la moelle osseuse, qui vont envahir la moelle osseuse, qui vont atteindre la moelle osseuse. Il faut savoir que c'est l'usine qui va fabriquer les éléments figurés du sang, qui sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Alors les trois lignées sont touchées et de ce fait, il existe une atteinte des fonctions de ces trois lignées. Alors sur le plan clinique et sur le plan pratique, nous définissons un syndrome d'insuffisance médulaire, ce que je viens de décrire, c'est-à-dire la pâleur, la fatigue, l'anémie, le syndrome hémorragique, la fièvre et les infections, et ce qu'on appelle le syndrome tumoral. Le syndrome tumoral ne peut pas être toujours détecté par les parents parce qu'il s'agit de l'apparition de ganglions un peu partout dans le corps de l'enfant. Ça peut être détecté par la maman lorsqu'elle prend la douche de son enfant, ou passer inaperçu, associé à une augmentation du volume de la rate. Tout cela devrait être détecté lorsque les parents prennent conscience que leur fils ne va pas bien, qu'il présente des symptômes inhabituels. L'examen clinique va révéler toutes ces anomalies-là et il va conduire à la réalisation d'une numération sanguine qui va révéler des anomalies aussi, et nous allons réaliser aussi un frottis sanguin à la recherche des fameuses cellules sanguines malignes qui sont dites les blastes, et à partir de ce moment-là, le diagnostic est posé. Oui, quelles sont les ressources thérapeutiques disponibles aujourd'hui ? Alors, les ressources thérapeutiques sont axées essentiellement sur la chimiothérapie. La chimiothérapie représente le traitement principal des leucémies aiguës de l'enfant. Nous insistons sur le fait que la majorité, à peu près 70 à 80%, sont des leucémies aiguës lymphoblastiques. Ce genre de leucémie aiguë et peut être complètement guéri par le progrès de la chimiothérapie. Ajouté à la chimiothérapie, il y a des mesures qui accompagnent ce traitement, c'est-à-dire l'antibiothérapie qui va empêcher l'installation d'infections graves, la supplémentation ou la transfusion sanguine qui va améliorer l'anémie, améliorer l'état physique de l'enfant, l'administration de plaquettes sanguines qui vont permettre d'arrêter le saignement évidemment et d'améliorer l'état de l'enfant. Tout cela ajouté aux thérapies ciblées, à l'immunothérapie, à la greffe de moelle, toutes ces ressources thérapeutiques ont permis toutes entières d'améliorer considérablement le pronostic des leucémies aiguës de l'enfant. Oui, et si, monsieur Lambda, les gens qui nous regardent aujourd'hui ont envie d'aider ces enfants, comment peuvent-ils faire ? Alors, la seule manière et la manière la plus importante d'aider ces enfants-là, c'est de revenir vers le don de sang. Parce que ces enfants-là ont constamment besoin d'être transfusés. Ils dépendent énormément de la réserve en produits de sang dont dispose la banque de sang de leur hôpital. Cette banque de sang souvent se retrouve incapable d'assurer les besoins des services de pédiatrie. Les pédiatres se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas transfuser le patient parce que la banque de sang est vide. Les parents se retrouvent dans la situation d'aller chercher des donneurs. C'est toute une galère alors qu'un enfant est en train de souffrir. C'est pour éviter tout cela à ces enfants, pour les aider à aller plus vite dans leur processus de guérison, le don de sang est un geste humanitaire, solidaire, qui doit être encouragé et qui doit être entrepris par chacun de nous. Oui, effectivement, merci beaucoup, Dr Mjdel, pour toutes ces précisions. Vous avez parlé de chimiothérapie, justement, j'aimerais y revenir. Alors, la chimiothérapie est un traitement indispensable dans le traitement des cancers du sang. Bien sûr, c'est le traitement de base. Absolument. Je veux y revenir pour les enfants et les leucémies. La leucémie, justement, parce que c'est vrai qu'il y a statistiquement, les leucémies, il y a pas beaucoup par rapport au cancer, aux autres cancers. Il y a pas vraiment par rapport aux autres cancers, c'est pas beaucoup. Mais la prise en charge des leucémies, surtout aiguës, est très lourde. Il nécessite au moins pour le traitement d'induction 1 mois de traitement intensif. Et le malade doit être dans une chambre
ailleurs, on fait dans une forme stérile. Nous, on n'a pas Parce qu'en fait, chance. le but est un peu de vider de sa moelle osseuse. C'est de tuer toutes les cellules malignes. C'est-à-dire de mettre, donc, en même temps, on va tuer les autres cellules, même les cellules normales, on va les tuer. C'est-à-dire de mettre le malade à plat pour qu'il récupère après avec des cellules saines. Et donc, la prise en charge, elle est très lourde. La chimiothérapie et la prise en charge du malade, et c'est pour ça il a dit, pour le don de sang, c'est très important, les plaquettes et la transfusion, parce que les malades, c'est le traitement de support. Est-ce que, si vous permettez, professeur Griffi, justement, puisque vous parlez de cet état dans lequel se retrouvent les malades quand on leur fait justement cette espèce de ce qu'on appelle l'état d'aplasie, c'est ça? Oui. Alors, tout à l'heure, on a vu par exemple pour les patients, ils sont âgés. Est-ce qu'ils tolèrent justement, est-ce que c'est bien toléré ce genre de traitement? Enfin, ça dépend. On ne met pas un sujet âgé et un jeune, on ne les met pas dans les mêmes conditions. On ne les met pas en aplasie sévère pour les sujets âgés. Les sujets âgés, il y a d'autres médicaments où on utilise la chimiothérapie. Maintenant, il y a d'autres médicaments qu'on peut utiliser. Et même la chimiothérapie, on utilise une chimiothérapie plus douce par rapport aux sujets jeunes. Parce que les sujets jeunes, pour les leucémies, ça, je parle de leucémie, pas pour les autres hémopathies malignes. Pour les leucémies aiguës surtout, pour les leucémies aiguës, pour les sujets âgés, on utilise des chimiothérapies plus douces qui n'entraînent pas une aplasie très sévère parce qu'ils ne supportent pas ça. Mais il faut avoir un traitement de façon de support à côté. Il ne faut pas traiter sans traitement de support. Et le traitement de support, c'est le don du sang, les plaquettes, les antibiotiques, les antifungiques. C'est très important d'avoir tout ça pour traiter ces malades. Sinon, ils ne peuvent pas supporter. Et même pour les jeunes, sans traitement de support et un environnement plus ou moins propre, isolement du malade, il ne peut pas supporter parce que si on met un malade avec un taux de globules blancs, il est à 0, il faut le protéger. Je vais revenir aussi pour la thérapie ciblée. Brièvement, voilà, parce qu'on arrive à la fin. Oui, parce que je vais revenir, c'est très important. Parce que pour les autres, par exemple, les Hodgkin, le myélome, la maladie, la LLC, l'immunothérapie maintenant est très importante et on n'a pas. C'est très important pour la qualité de vie parce que la chimiothérapie, elle dégrade la qualité de vie en général. Parce que maintenant, nous, on traite les malades par la chimiothérapie. Mais l'immunothérapie et la thérapie ciblée, c'est très important. On dit c'est cher, mais si on calcule, chez nous, on a l'habitude de calculer uniquement le prix du médicament. On ne calcule pas la prise en charge totale, le travail du malade. Comme on a dit tout à l'heure, pour la LMC, on a une thérapie ciblée. C'est la première d'ailleurs. Et maintenant, les malades, ils travaillent. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas d'hospitalisation. Donc, ça coûte pas. Si on calcule, ça coûte. Donc, pour les autres, l'Hodgkin, la LLC, l'immunothérapie, la thérapie ciblée, c'est très important. Et on n'a pas. Et on demande d'avoir ça. Absolument. J'espère que votre message est arrivé justement, mais il nous reste plus de temps. Je sais que le sujet vous tient à cœur. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.